Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire qui continue durant cette période de confinement son exploration des films et séries historiques, en attendant de reparler de livres et d'historiographie dès que possible. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Fanny Malègue et David Chenu pour parler d'une représentation de l'esclavage sur le petit écran, The Long Song. Toutes les références citées durant l'émission, ainsi que les autres épisodes, sont à retrouver sur le site paroledhistoire.fr. Vous nous retrouvez également en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ainsi que YouTube. Merci et très bonne écoute. Pour parler de la série The Long Song, je suis aujourd'hui avec Fanny Malègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'EHESS et doctorant également à Paris-Sorbonne. David Chenu, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez tous les deux de façon différente, vous serez peut-être amené à le préciser, sur l'histoire des Amériques coloniales, de l'esclavage, de la colonisation, et vous avez proposé presque en même temps la série The Long Song, moi dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai découvert grâce à vous, et je vous en remercie parce que c'est vraiment une série très très intéressante, une mini-série en 3 épisodes, qu'on va peut-être commencer par présenter, éclairer son contexte de production, dire un petit peu de quoi il s'agit. C'est une adaptation d'un roman, je crois. David, est-ce que vous voulez en dire quelques mots ? Oui, alors The Long Song, c'est l'adaptation d'abord d'un roman d'une écrivaine britannique qui est Andrea Levy, qui est décédée l'année dernière en 2019, mais donc Andrea Levy est britannique d'origine jamaïcaine. Hein, ses parents appartenaient en fait à la Windrush Generation, hein, cette génération des migrants des West Indies qui sont arrivés en Grande-Bretagne pour la reconstruction à partir de 1948 en fait, et donc Andrea Levy donc est née en Grande-Bretagne et elle est connue en fait pour ses romans semi-autobiographiques qui évoquent finalement la diaspora jamaïcaine en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du XXe siècle. Et donc The Long Song est son dernier roman, le 5e, où là elle a choisi d'évoquer le passé esclavagiste de la Jamaïque. Et donc le pitch du livre est parti de recherches qu'elle avait menées sur ses ancêtres en fait, et elle a découvert que son arrière-grand-père était le fils d'une esclave domestique et d'un Anglais qui servait comme économe sur une plantation. Et donc à partir de là, elle a brodé une intrigue fictive en fait, à partir de cette anecdote, sur July, qui est une esclave domestique sur une plantation jamaïcaine appelé Amity. Et donc ce roman The Long Song a été publié en 2010. Alors il a connu un certain succès et tout de suite il a suscité l'intérêt de la BBC pour réaliser cette mini-série en 3 épisodes. Et donc cette mini-série, donc elle a été réalisée par la réalisatrice Mahalia Bello en 2018, et voilà, son tournage, elle a été tournée en République dominicaine et elle a été diffusée donc par la BBC en décembre 2018. J'ajoute que c'est une série qu'on ne peut pas voir apparemment simplement en France, donc pour la voir, on peut avoir recours à des procédés plus ou moins légaux, mais c'est absolument passionnant à voir, d'autant que c'est une série qui joue sur plusieurs registres, on sera sans doute amené à en parler. Il y a un registre qui est très grave et tragique, puisque ça envoie à des réalités très violentes de l'esclavage, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi quelque chose qui a une vivacité, une forme de légèreté aussi dans le récit. C'est beaucoup dû, je pense, à l'actrice principale Tamara Lawrence, qui fait une performance, je trouve, assez exceptionnelle. Et c'est dû aussi, à mon avis, au schéma narratif très inventif, finalement, qui est celui de la série, qui met en scène cette femme écrivant sa propre vie, mais cette manière de raconter l'histoire est aussi une façon de jouer avec le récit, de prendre le spectateur parfois à contre-pied. Fanny Malègue, est-ce que c'est votre sentiment aussi que cette série, elle a comme ça différentes dimensions et que le tragique n'en est pas la seule ? Oui, c'est une série qui joue très habilement avec à la fois la représentation des sociétés esclavagistes et de la violence de l'esclavage, en ne présentant pas forcément la violence de manière frontale, mais on pourra en reparler, en la mettant parfois en arrière-plan en fait du récit principal. Mais c'est aussi une série qui joue avec les codes de ce qu'on va appeler les récits d'esclaves, c'est-à-dire en fait des récits qui ont été écrits à partir de la fin du XVIIIe siècle par des esclaves ou anciens esclaves, soit d'Amérique du Nord, soit de la Caraïbe, et qui en fait ça constitue un genre à part entière, un genre littéraire à part entière, qui a pu servir les causes abolitionnistes, notamment à partir des années 1820, où en fait on a des récits d'esclaves qui sont plus ou moins véridiques.
Les plus connus, ce serait le récit de Equiano, qui est un esclave qui a vécu dans les îles britanniques et servi la couronne britannique pendant la guerre de 7 ans, donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais on a aussi évidemment d'autres récits d'esclaves qui ont été aussi adaptés au cinéma. Le plus connu, ce serait The Long Song, qui a donné un film il y a quelques années et qui a une adaptation en fait du récit de Solomon Northup. Donc la série en fait joue sur cette façon de mettre en scène en fait et de raconter la vie d'un esclave ou d'un ancien esclave. Ici c'est une femme. Elle raconte aussi en fait la vie de sa mère et des gens avec qui elle interagit, pas seulement des esclaves mais aussi la famille à qui elle appartient. Tout en intégrant en fait le point de vue d'une vieille femme qui a survécu à cet esclavage et qui en est ressortie. La narratrice s'appelle donc Miss July, mais un des fils directeurs des 3 épisodes de la série, c'est celui de l'identité et du nom, puisque cette Miss July, lorsqu'elle est esclave domestique et même après l'abolition qui tient une grande place dans la série dont on va reparler, eh bien sa maîtresse insiste pour la nommer Marguerite. Alors, cet enjeu du nom des esclaves, avant et après l'abolition, il est assez fondamental, me semble-t-il. La série en fait vraiment un de ses pivots très, très forts. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un bref extrait de la série qui montre à quel point cet enjeu du nom est central. Did I hear Elias call you something else? Miss July. Is that your name? That be my true name. Yes, Massa. Then why does your mistress call you Marguerite? I think it pretty name for call a slave. Oh, I see. And may I call you Miss July? Alors en fait, moi j'ai remarqué, donc c'est quelque chose, cette idée du nom et de l'identité liée de l'esclave qui a été beaucoup travaillée par les historiens et qui est cruciale en fait dans la manière dont on réifie les esclaves, c'est-à-dire que on n'a aucune idée pour certains esclaves de comment ils s'appelaient. Donc on a seulement dans les listes de plantations et d'esclaves, on a des esclaves qui ne sont même pas nommés, qui sont nommés hommes ou femmes, point barre, voire avec leur âge. On a des esclaves qui sont nommés, souvent donc les esclaves qui travaillent dans la grande maison, comme c'est le cas de July Marguerite ici. Et pour la plupart, on ne sait pas leur prénom d'origine. Et on a même des esclaves qui, selon à qui ils s'adressent, vont se faire nommer différemment. C'est flagrant dans les sources judiciaires, par exemple, où quand un esclave va être appelé à témoigner lors d'un procès, il va se présenter d'une manière ou d'une autre et jouer avec ces différents registres en fait qui montrent bien l'identité en fait multiple que possèdent les esclaves, puisqu'ils sont à la fois pour certains captifs emmenés de force dans les sociétés coloniales et puis d'autres en plus possèdent sont créoles, donc ont différentes identités. Et la série joue vraiment très, très, très bien sur cette question parce que dans le dernier épisode qui évoque justement le moment de l'abolition en Jamaïque, il y a un passage en fait où les anciens esclaves qui travaillaient sur la plantation d'Amity, donc au champ, donc la plantation où habite July et où vit July, en fait, ces esclaves s'en vont et refusent de continuer à travailler pour le maître et ils vont sur un lopin de terre stérile. Et la voix off, en fait, qui fait la narration de ce moment où ils arrivent sur ce lopin de terre stérile qui ne va pas leur permettre que seulement de vivoter, en fait, se met à parler de certains esclaves qu'on a vus plusieurs fois dans le récit, notamment l'esclave qui s'appelle Dublin, qui est un peu un des rares esclaves de champ, en fait, qui travaille au champ à savoir lire. Et en fait, à ce moment-là, la voix off va leur donner un nom, en fait, en plus de leur prénom. Et donc la voix off va dire que c'est Dublin Hilton qui va s'occuper de mettre en plantation ce lopin de terre, etc., ou James Richards ou Peggy Jump, des esclaves qui auparavant étaient seulement nommés par les maîtres avec ces prénoms qui sont des prénoms britanniques et qui renvoient tous à un registre bien précis.
On a une thèse très intéressante par Vincent Cousseau qui montre que les esclaves ne sont pas appelés n'importe comment et on a une proximité parfois aussi avec les noms d'animaux, notamment les chevaux en fait. Il y a une autre réalité de cette réification des esclaves que montre la série de manière très puissante et il faut avoir le cœur bien accroché quand même quand on regarde le début du premier épisode parce que c'est tout simplement le fait que les enfants soient séparés de leurs parents, qu'il y ait une dépossession de la parenté. Alors là encore, ça renvoie à des pratiques réelles, ce qui nous permet peut-être, David Chenu, de faire un tableau du contexte historique dans lequel se situe cette série. On est dans les années 1830 en Jamaïque, avec des pratiques, au fond, qui renvoient à celles qui existent dans les îles à sucre, de manière générale, de cette région du monde. Oui, alors tout à fait. Donc, pour rappeler quelques éléments de contexte, les empires français ou anglais se sont implantés dans la Caraïbe au XVIIe siècle et très tôt, le sucre, en fait, dès les années 1640, va devenir on va dire l'Eldorado caribéen, donc à partir des années 1640 à la Barbade. Et pour la Jamaïque, le développement sucrier est un petit peu plus tardif. On sait que c'est à partir des années 1700 que la plantation sucrière dans cette île des Grandes Antilles va se développer. Donc, sachant que la Jamaïque est devenue une île anglaise seulement à partir de 1655 en raison de la conquête de Cromwell, etc. Bon, ce qui nous intéresse peut-être, c'est dans ces années 1830, c'est le fait que la plantation sucrière à la Jamaïque depuis quelques années est devenue est en fait de moins en moins rentable. Et surtout, finalement, c'est les années 1830 dans l'Empire britannique, c'est la marche vers l'abolition que Fanny va vous présenter, je crois. Avant d'en venir à cette abolition, il faut peut-être dire quelques éléments supplémentaires sur cette société esclavagiste telle qu'elle est représentée, puisqu'il y a différentes hiérarchies qui sont présentes, qui sont très intéressantes à observer, que la série rend, je trouve, de manière assez fine. Il y a évidemment la hiérarchie des maîtres et des esclaves. Entre les esclaves, il y a la hiérarchie des house slaves, field slaves. La grande menace subie par cette jeune femme, July Marguerite, c'est si ça ne va pas, on va te renvoyer dans les champs. Donc ça renvoie quand même à un partage des tâches et des statuts. Et puis s'ajoute même à ça des hiérarchies subtiles de couleurs pour savoir finalement si plus la peau est foncée, plus on est loin d'une forme de respectabilité sociale ou d'intégration possible au monde dominant. Donc tout ça, la série le met en scène de manière assez intéressante, j'ai trouvé. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec vous. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est d'abord, finalement, je trouve que l'originalité de la série, c'est de prendre, donc de représenter l'esclavage à travers le point de vue d'une esclave de maison, d'une esclave domestique. Et finalement, c'est quand même assez rare dans les films ou séries qui ont pour thème la plantation ou ont pour thème l'esclavage. Donc ici, July est une esclave domestique. Et qui sert sa maîtresse, Caroline Mortimer, dans cette plantation d'Amity. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir finalement ces hiérarchies serviles entre différents groupes. On voit ici ces esclaves de maison qui fréquentent très peu les esclaves des champs. On voit que les esclaves des champs vivent dans un village séparé, vraiment éloigné de la maison des maîtres, et on voit que les esclaves de maison tirent leur supériorité sociale de la proximité qu'ils ont avec leur maître, de la proximité, voire même de l'intimité en fait, qu'ils ont avec les blancs sur la plantation. Et cette proximité leur permet de tirer de nombreux petits avantages matériels. Si vous pensez à alors on a plusieurs épisodes qui le montrent, mais en gros, par exemple, July va voler à plusieurs reprises sa maîtresse. Elle arrache les boutons en nacre sur une robe. Elle vole une bouteille de vin. Et on devine en fait, par exemple, que tous ces petits bénéfices pour les esclaves de maison leur permettent de participer à une importante économie informelle qui existait dans la société servile. Enfin voilà. Et donc, et comme vous l'avez dit, André, il y a aussi une hiérarchie interne à ce groupe des esclaves domestiques. On pourra peut-être y revenir. Mais alors moi, il y a un autre élément qui m'a frappé, c'est la place de la ville et des esclaves urbains dans cette série. Finalement, la ville de Kingston, et la capitale de la Jamaïque, donc, est mentionnée à plusieurs reprises dans la série, mais elle n'est presque jamais montrée. Elle
elle est quasiment tout le temps hors champ en fait. Oui, et puis aller en ville, pardon, c'est toute une aventure. On voit que c'est pas simple, que ce sont des mondes relativement clos, qu'il faut prendre la carriole, qu'il faut se donner les moyens d'y aller ou d'en revenir. C'est pas quelque chose. Les communications existent, mais elles prennent du temps, elles sont compliquées. Oui, elles sont compliquées. Elles sont compliquées d'autant plus que les principaux protagonistes sont des esclaves et que la mobilité des esclaves, leur circulation sont entravées par les maîtres. Et là, on le voit dans la scène terrible où July est arraché à sa mère. Le maître qui interpelle July et Kitty se rendant au marché, le maître leur demande leur passeport, puisque pour qu'un esclave puisse circuler en dehors de la plantation, il devait obtenir une autorisation de son maître. Et donc je pense que cette manière de placer la ville hors champ, c'est une manière aussi de montrer que la plantation est pensée comme un monde clos. C'est une manière de montrer finalement que la plantation, c'est l'institution économique, sociale, culturelle qui permet l'encadrement et l'exploitation des esclaves et au sein de laquelle les esclaves passent en fait toute leur vie. Et lorsque la ville est mentionnée, c'est plutôt pour la présenter comme un horizon social, une sorte d'échappatoire pour les esclaves, un espoir aussi d'élévation sociale. Et ça, cet espoir, il est incarné notamment dans l'épisode 1 par le personnage de Nimrod, qui est le libre de couleur, qui a racheté sa liberté à son ancien maître et qui vit à la ville et qui se promène dans la plantation en habit de ville, en fait, tout endimanché. Un autre personnage qui est lié à la ville et qui est intéressant aussi parce qu'il est révélateur de hiérarchie, c'est Miss Claire, qui finit par épouser donc il y a une esclave qui finit par épouser un commandeur blanc en fait dans le dernier épisode, et elle rencontre July dans la ville justement. Et donc, c'est une esclave qu'elle rencontre à l'occasion des fêtes données pour Noël, en fait. Donc, on voit qu'il y a une sociabilité qui sort, en fait, de la plantation, où les esclaves se connaissent en dehors de leur propre plantation. Et donc, il y a une sociabilité servile, en fait, qui dépasse les murs de la plantation, si je puis dire, notamment grâce aux marchés et aux lieux. Il y a des marchés aussi spécifiques aux esclaves, en fait, où les esclaves vont eux-mêmes vendre soit le produit de leur lopin, soit des produits, effectivement, qui leur ont été confiés par leur maître. Donc, c'est vraiment un lieu où peuvent se rencontrer les esclaves. Et on voit ce personnage, en fait, faire remarquer à July que elle n'est pas... on ne voit pas que c'est une esclave mulâtre, en fait, puisque July, son père est un Écossais. C'est le commandeur de la plantation sur laquelle elle est née, et donc qui a violé sa mère, en fait, à plusieurs reprises. Et donc, en est né cet enfant, July, qui est l'héroïne de la série. Et donc l'autre esclave, Miss Claire, lui fait remarquer qu'on ne voit pas qu'elle est mulâtre et qu'elle a l'air d'être en fait complètement de ne pas avoir de sang blanc en fait, et lui fait remarquer que sa maîtresse, qui a l'air d'occuper un rang hiérarchique beaucoup plus élevé que Caroline Mortimer et son frère John, ne se permettrait pas de prendre pour esclave domestique si proche d'elle, c'est-à-dire pour l'habiller et s'occuper d'elle au quotidien, une esclave à la peau aussi foncée en fait. Donc cette question de hiérarchie, elle s'exprime à la fois du fait du statut du maître et de la couleur de peau. Et la série retranscrit bien ces nuances, puisqu'on a aussi des témoignages historiques qui montrent que les esclaves sont conscients du statut de leur maître, évidemment, et tentent d'en jouer. Un esclave en justice va pouvoir se cacher entre guillemets derrière le statut de son maître parfois, ce qui n'est pas le cas d'un esclave qui appartiendra à quelqu'un de moins haut placé dans la société esclavagiste concernée. Alors tous ces éléments qui montrent donc la complexité derrière évidemment la brutalité incroyable, il y a toute une complexité des sociétés esclavagistes. C'est bien rendu aussi à mon avis, et là j'étais sensible à ça, à travers le personnage de July. Les auteurs de la série nous montrent un personnage qui a, pour reprendre un terme très fréquent dans les études anglophones, de l'agency, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui ne fait que subir son sort, mais ça aurait pu aussi très tourner à la simplification, parce qu'on aurait pu voir finalement une esclave
assez libres. Et là, je trouve qu'ils ont été assez forts pour à la fois restituer des petites marges de liberté, comme ces boutons arrachés ou parfois cette insolence envers sa maîtresse, mais une liberté toujours contrainte, toujours dans un cadre qui lui-même est impossible à briser individuellement, puisque ce cadre, c'est le cadre légal, c'est le cadre institutionnel, le cadre structurel de l'esclavage. Et je trouve que la manière dont la série montre de l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir dans un cadre global qui limite les possibilités, c'est vraiment assez subtil. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Moi, totalement. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, l'un des thèmes que j'ai trouvé vraiment important dans la série, c'est la relation évidemment entre les maîtres et les esclaves. Et finalement, cette série prend un parti pris historiographique qui est particulièrement séduisant. C'est de se détourner d'une lecture de la relation esclavagiste qui insiste sur les figures de la résistance à l'esclavage. Et donc, en fait, il me semble que The Long Song est d'une certaine manière une réponse à d'autres films, à d'autres représentations récentes de l'esclavage. Si vous pensez à Django Unchained, par exemple, le film de Tarantino, là, on a ici un revenge movie d'un esclave qui résiste, en fait, qui devient chasseur de primes et qui retourne chercher sa femme, qui vient massacrer l'ensemble des Blancs de la plantation. Si vous pensez à d'autres films récents, je pensais à Birth of a Nation, le film de Nate Parker, pas le vieux film raciste de 1915, mais Birth of a Nation, raconte la révolte de Nate Turner en Virginie. Et voilà, on a toute une série comme ça de films qui représentent l'esclavage à travers ce paradigme de l'esclave résistant. Alors, c'est une représentation intéressante aussi, mais The Long Song adopte vraiment un autre parti pris qui rapproche en fait beaucoup plus cette série d'un film comme 12 Years a Slave, par exemple. La série choisit vraiment de montrer la relation esclavagique dans toute sa complexité, dans toute sa nuance, sans jamais cacher l'extrême violence de cette relation, mais en s'attachant aussi à montrer la part de négociation qui existe entre maître et esclave, et la possibilité pour certains esclaves, malgré l'exploitation et la violence, de trouver des bénéfices à cette relation. Et la scène qu'évoquait tout à l'heure Fanny me semble la scène la plus importante de la série, la plus intéressante. C'est cette dispute entre Miss Clara et July, où on voit un peu les aspirations des deux jeunes femmes esclaves. On note qu'elles n'aspirent pas vraiment au renversement de l'ordre esclavagiste. Au contraire, on voit qu'elles ont une perception de leur position sociale respective dans la société qui est en fait profondément informée par les hiérarchies et les valeurs socioculturelles des maîtres. Puisque July, par exemple, se targue d'être une mulâtresse, d'être la fille d'un commandeur blanc, ce qui la distingue des autres femmes nées de parents de couleur. Il y a une autre scène que j'avais trouvée aussi intéressante, c'est quand c'est la scène de la révolte où tous les blancs ont quitté la plantation Amity pendant la révolte et laissent la plantation aux mains des esclaves. Et finalement, les esclaves rétablissent, en tout cas, July rétablit un nouvel ordre social, mais c'est pas un ordre social sans esclavage, puisque finalement, dans une scène de jeu et de séduction, on voit que July reproduit les hiérarchies anciennes, en fait, et joue le rôle de la maîtresse et fait du libre Nimrod son esclave. La série s'intéresse aussi aux personnages des maîtres qui sont montrés non pas dans une toute-puissance, mais plutôt dans une forme d'anxiété, de fragilité de statut, de fragilité psychologique. L'un d'eux, alors évidemment tout ce qu'on dit constitue une forme de spoiler, mais l'un d'eux se suicide. On sent qu'il y a une peur du déclassement social très forte, qu'il y a l'Angleterre rêvée où on était si bien, où on serait si bien, et cette Jamaïque où rien n'est possible et où on a perdu son statut, on essaie de reproduire des coutumes anglaises, le Noël à l'anglaise en Jamaïque. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous montre un groupe social qui est, d'une certaine manière, arrivé en 1830 un petit peu au bout de ses possibilités. Vous l'avez dit, il y a un rendement décroissant de la culture de la canne à sucre. Il y a aussi une forme de pression psychologique due à la nature même de l'esclavage et au fait d'avoir à le maintenir. Et donc, on n'est pas dans une société des maîtres où tout irait bien, Fanny Malaï.
Non, alors on est dans une société en tension, déjà parce que pour maintenir l'esclavage, il faut de la violence tout le temps, continuellement, à la fois sur les nouveaux captifs qui arrivent, et à cette époque-là, il n'en arrive plus puisque la traite a été abolie en 1807, et pour maintenir aussi les esclaves dans leurs conditions. C'est-à-dire que on est dans une période, dans les années 1830, où il y a une révolte d'esclaves qui a réussi, et c'est le soulèvement général des esclaves de Saint-Domingue qui est devenu Haïti à partir de 1804. Et la série retranscrit très bien, en fait, à mon sens, la peur qui règne dans la société blanche et montre bien, en fait, toutes ces anxiétés qui sont cristallisées à ce moment-là. Alors, ça date pas de cette période des années 1830, hein, dès le XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, on a des révoltes d'esclaves de manière fréquente et très peu réussissent, mais c'est une peur qui règne continuellement. On a eu au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Domingue, mais aussi dans d'autres îles, notamment à la Jamaïque, à la Barbade, la peur d'empoisonnement de l'eau et des puits par les esclaves. Donc c'est une société tendue. Et alors, dans la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les deux personnages blancs, les deux maîtres, qui sont frères et sœurs, Caroline et John Mortimer, sont tous les deux veufs et veuves, puisqu'ils parlent tous les deux de se remarier. Donc, on a l'impression, je ne sais pas si c'est véridique, que tous les deux sont partis à la Jamaïque pour faire fortune, ou en tout cas pour améliorer leur destin, après avoir perdu leur époux et leur épouse. Et on voit bien l'angoisse de Caroline qui cherche continuellement un prétendant, en fait. Et elle dit que c'est très difficile de trouver quelqu'un avec qui se marier, puisque, en fait, à cette époque-là, à la Jamaïque, le ratio noir-blanc est d'environ un blanc maître pour environ 20 esclaves. Donc c'est un tout petit monde, en fait, ce monde, cette sociabilité blanche. Il y a très peu, il y a 300 000 esclaves à peu près. Donc je vous laisse faire le calcul, mais il y a très peu de blancs, et c'est un monde masculin. En plus, on voit bien que hormis elle et la maîtresse de Miss Clara, les blancs sont majoritairement, en fait, des hommes blancs. Ce sont les commandeurs, donc les hommes qui font travailler les esclaves au champ, et son frère, donc qui est le maître de la plantation. Alors, je voulais rajouter peut-être, il y a peut-être un autre personnage dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le commandeur écossais, hein, le père de July, et c'est l'occasion aussi de parler de ceux qu'on appelle souvent dans l'historiographie les petits blancs, qui finalement forment le personnel d'encadrement de la main-d'œuvre servile sur la plantation, et qui exerce la plus importante violence sur les esclaves. Et donc ce personnage dont je me rappelle plus le nom, du commandeur écossais, est celui qui manie le fouet, et celui aussi qui pratique des violences sexuelles terribles, puisque c'est lui qui viole à plusieurs reprises la mère de July. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage réapparaît pendant la scène du dîner, c'est-à-dire que Caroline veut organiser un immense dîner à Amity pour la fête de Noël, et donc inviter les plus grands planteurs de la région, qui sont leurs voisins. Et à ce moment-là, le commandeur écossais, qui est probablement d'un rang social inférieur aux autres invités, est quand même convié à la réunion. Et moi, ça m'a frappé, parce que c'est une scène qui aurait finalement été impensable en Angleterre. Il n'aurait jamais pu assister à une telle réception en métropole. Mais à la Jamaïque, le contexte est très différent, et ça renvoie à cette thématique très importante de l'hospitalité des planteurs jamaïcains. Hospitalité qui est soulignée par tous les auteurs de relations de voyage, de passage dans l'île au XVIIIe siècle. Donc la réception de ce commandeur écossais à la table d'un grand planteur participe finalement de ces solidarités blanches, hein, de la construction d'une identité blanche à la Jamaïque, puisque cette hospitalité qui est très généreuse, qui est très, on voit aussi avec beaucoup il y a beaucoup de prodigalité, beaucoup de luxe, hein, qui est déployé lors de ce repas. Finalement, il faut aussi souligner que cette hospitalité, voilà, elle est vraiment sélective, et elle n'est réservée qu'aux blancs.
Donc, qu'importe leurs conditions sociales, mais par contre, elle exclut toutes les personnes de couleur qui sont présentes dans la pièce, mais seulement eux comme domestiques, en fait. La série a pour point de pivot, entre le premier et le deuxième épisode, l'abolition de l'esclavage. Une abolition en fait qui est plus progressive qu'on ne le pense parfois, puisque elle est votée en Grande-Bretagne en 1833, mais appliquée seulement après toute une série de particularités juridiques en 1838, si j'ai bien compris, en Jamaïque. Je trouve que là aussi, une des qualités de la série, c'est de ne pas faire de cette abolition un moment de triomphe, d'insister beaucoup sur les continuités entre l'avant et après abolition. Il y a évidemment des ruptures, et d'ailleurs plusieurs personnages se chargent de rappeler ces ruptures, de dire we be slaves no more, nous ne sommes plus des esclaves, on ne veut plus du fouet, etc. Mais malgré tout, les continuités tendent quand même à prévaloir. Comment vous avez jugé finalement cette insertion de l'abolition de l'esclavage, loin de tout triomphalisme, loin de toute mise en scène aussi des élites britanniques? On n'est pas dans le grand récit Whig traditionnel de l'historiographie britannique qui nous montre cette marche vers le progrès, dans quelque chose de plus distant vis-à-vis de ce moment de l'abolition. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a la série joint le moment de l'abolition à la révolte qui enclenche, en fait, enfin, précipite la décision d'abolir l'esclavage dans l'Empire britannique, pas seulement à la Jamaïque, qui est en fait donc l'épisode de ce qu'on appelle la Baptist War, qui est une révolte de grande ampleur d'esclaves à la Jamaïque, qu'on a donc pendant la fête de Noël, donc lors du dîner donné par Caroline Mortimer sur la plantation d'Amity. Amity, elle semble pas être au cœur de la révolte, mais c'est une révolte qui va mobiliser, on estime, environ 60 000 esclaves sur 300 000, donc c'est une révolte de très grande ampleur, et qui en fait semblerait-il attisé, et certains personnages, d'ailleurs le commandeur, je crois, le père de July le dit pendant le dîner, par ces prêcheurs et missionnaires qu'on appelle baptistes, donc qui sont une frange des missionnaires protestants présents en Jamaïque, et donc qui vont en fait faire pression sur la couronne pour obtenir un décret d'abolition, et qui on ne sait pas exactement comment éclate la révolte, mais a priori, ce serait le retour d'un missionnaire en Jamaïque sans ce décret d'abolition qui aurait lancé la révolte. C'est d'ailleurs évoqué dans la série à un moment donné, de manière très intéressante, puisqu'en fait, elle montre que July n'est pas au cœur de l'action, finalement. Elle est très loin de ces torches qui s'enflamment et qui sont portées par des esclaves pour demander leur libération. Elle se retrouve en fait dans la plantation et dans la grande maison, et on a son point de vue aussi sur ce moment de l'émancipation, donc qui est progressive, et la série le montre très bien, parce qu'on n'a pas un moment où tout le monde va se mettre à briser des chaînes et où ça y est, l'émancipation est arrivée. Finalement, l'émancipation, elle arrive avec l'arrivée du personnage de Robert, dont on a peu parlé encore, qui est le nouveau en fait commandeur qui doit faire travailler les esclaves devenus libres sur la plantation, puisque l'émancipation prévoit en fait ce qu'on appelle une période de 4 ans finalement d'apprentissage pour les esclaves de plus de 6 ans, ce qui veut dire en fait un service, une obligation de servir les anciens maîtres, et la loi fait tout pour que le système de plantation ne s'effondre pas tout de suite après, malgré le fait que les esclaves soient libérés. Ça, c'est un point qui me paraît important et que tout le monde n'a pas forcément en tête. On l'avait un petit peu évoqué lorsqu'il y avait eu Aurélia Michel à ce micro pour parler de l'esclavage. C'est qu'au XVIIIe et XIXe, il y a toute une série de statuts intermédiaires entre la pure liberté et le pur esclavage marchandise, et notamment ce qu'on appelle, d'un terme un peu difficile à traduire, indentured servitude, c'est-à-dire le service, le fait d'être tenu au service, le fait d'être privé de liberté pour X années jusqu'à ce qu'on ait remboursé son passage, remboursé ses gages, remboursé
rembourser la terre sur laquelle on travaille, etc. Et là, effectivement, on voit que l'un des enjeux, comme d'ailleurs aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage, c'est que ces esclaves devenus libres ne sont pas propriétaires de leurs terres, comme d'ailleurs en Russie avec les serfs après l'abolition du servage. L'abolition sans la terre, c'est finalement une abolition de la privation de liberté, mais c'est pas une abolition de la domination économique structurelle qui continue de s'exercer. Et ça, je trouve que la série le montre également. Ça va même plus loin que ça, puisqu'en fait, les esclaves ne sont non seulement pas les anciens esclaves libérés c'est dit dans la série, ne sont pas propriétaires de la terre, mais en plus, ils ne sont même pas propriétaires de leur maison qu'ils ont eux-mêmes, je pense, pour la plupart. Ils le disent, oui, ils le disent qu'ils les ont construites de leurs mains. Voilà, et donc en fait, ils ont donc le décret d'abolition passe, et ensuite que fait-on? Et toute la stratégie en fait des anciens maîtres et donc du couple Caroline, qui est la maîtresse de maison, et Robert, le nouveau commandeur, ça va être de maintenir les esclaves au travail, enfin les anciens esclaves au travail, dans une condition où ils obéissent. Et donc où ils soient corvéables à merci. Et le point de rupture en fait dans la série, c'est le moment où Robert demande aux anciens esclaves de travailler 7 jours sur 7 pendant la période de Noël. C'est le moment où la canne arrive à maturité. Fin décembre, début janvier, normalement, on ramasse effectivement les cannes. Le problème étant que la canne à sucre est un produit très fragile qui ne peut pas rester dans les champs trop longtemps, et surtout qui doit être travaillé dès qu'il a été coupé, en fait. Sinon, la canne pourrit et devient inutilisable. Donc, il y a vraiment besoin d'une très grande main-d'œuvre très vite, en fait. À la fois au champ et puis ensuite pour bouillir, écraser la canne, etc., et la transformer en sucre terré. Et donc c'est cette période qui est cruciale en fait et qui est représentée dans la série et qui montre bien que les anciens esclaves sont maintenus dans une condition, et là bon, ils se révoltent contre cette décision, mais les moyens de pression mis en œuvre dans la série par ce commandeur, c'est de leur faire payer de doubler les loyers pour l'occupation des maisons qui ne leur appartiennent pas, de les contraindre à travailler plus longtemps, etc., etc. Oui, et puis ça va même jusqu'à une répression très, très violente, puisqu'on va aller jusqu'à brûler leur maison, brûler leur potager. On comprend bien que la grève n'est pas une possibilité ni légale, ni pratique pour eux. On l'a un petit peu abordé précédemment. Il y a un personnage qui fait son apparition au cours du second épisode et qui joue un rôle tout à fait central ensuite. C'est le nouveau commandeur de la plantation d'Amity qui va devenir l'époux de Miss Caroline et qui est intéressant pour plein de raisons, notamment parce qu'au départ, il semble être un jeune homme de bonne volonté abolitionniste. Et on se rend compte que la générosité des abolitionnistes, peut-être, il y a double fond ou cache d'autres choses, ou qu'il n'arrive pas à tenir entièrement sa position initiale, qui est d'être un sincère ami des esclaves et abolitionniste. Qui voudrait peut-être dire un mot sur ce personnage? Robert Goodwin est vraiment intéressant à plusieurs titres. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que donc ce jeune homme arrive dans la plantation d'Amity avec ses idées nouvelles et ses promesses de réforme, et que son arrivée coïncide finalement avec l'ouverture de la plantation à ses idées libérales. Et donc lui est un jeune homme, un protestant, libéral, abolitionniste, qui défend le bien-être des travailleurs, et il le dit dans une conversation avec Caroline, il souligne que le bien-être des travailleurs est la clé du succès économique de la plantation. Et July va croire aux promesses de Goodwin. Elle ne cesse de dire que c'est un homme c'est un blanc qui est différent des autres, et elle tombe amoureuse de ce personnage. Et leur couple va incarner d'une certaine manière l'engouement au début des anciens esclaves pour les idées nouvelles, et montre finalement que ces anciens esclaves se sont emparés de leurs nouveaux droits. Mais très vite, on voit que le personnage va s'avérer, finalement, Goodwin va incarner les promesses déçues de l'abolition, puisqu'il va choisir d'épouser Caroline, la maîtresse de la plantation, tout en entretenant une relation amoureuse avec July. Donc il préserve ainsi les apparences, il sauve en quelque sorte l'honneur de sa famille en n'épousant pas une femme de couleur, mais il a quand même avec elle une petite fille, Emily. Et c'est ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans les épisodes 2 et 3 de la série, c'est la fragilité de
la position de July, en fait. Elle est concubine du nouveau maître de la plantation d'Amity, et elle doit sans cesse réaffirmer son statut de compagne non officielle du maître. C'est-à-dire qu'elle est certes en position de supériorité vis-à-vis des autres personnes de couleur, c'est-à-dire qu'elle peut donner des ordres à la servante Molly, elle peut servir d'intermédiaire lorsque Robert vient parlementer avec les travailleurs en grève, mais son statut de concubine ne lui permet pas de prétendre en fait à une place au sein de l'élite, au sein de la société blanche finalement. Fanny Malek, comment vous avez vu ce personnage et donc cet étrange ménage à trois qu'il forme un temps avec donc July et Caroline, avec son épouse officielle blanche et sa concubine noire? Alors, en fait, c'est intéressant de voir la manière dont c'est inséré dans le moment précis de l'abolition et en fait, ce personnage que représente Robert, qui est un fils de pasteur, qui semble avoir été bercé avec ses idées abolitionnistes et qui est en même temps confronté à la réalité faillie. Mais en même temps, cette histoire fait écho aussi à la période qui précède l'abolition et la longue période esclavagiste où le statut des femmes, et notamment des femmes esclaves, est très compliqué. On le voit avec la mère de July, Kitty, qui est violée, semblerait-il, à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose qui est en fait une espèce de double peine pour les femmes esclaves qui sont à la fois exploitées, notamment au champ. La série le montre très bien. Les femmes travaillent autant, voire le ratio homme-femme au champ est parfois supérieur au profit des femmes. Et en plus, elles sont aussi exploitées sexuellement par les maîtres ou par les hommes blancs qui leur sont supérieurs. Et on ne peut pas ne pas penser, en regardant à cette série, au récit historique de Thomas Tistlewood, qui est un commandeur d'esclaves en Jamaïque, qui a tenu un journal intime en fait pendant toute la période où il s'est occupé d'esclaves à la Jamaïque, et qui a une concubine qu'on peut rapprocher de July, qui s'appelle Elphiba, et la précarité de son statut est similaire en fait. On voit bien que elle obtient des faveurs et une certaine position, mais qu'en même temps ces faveurs peuvent très vite se refermer et que le couperet tombera toujours parce que elle est noire et parce qu'elle est esclave. J'aurais une dernière question peut-être à vous poser. J'ai vu la série avec un sous-titrage français. Sans ce sous-titrage, j'aurais eu du mal à la comprendre en entier parce que les personnages ont tous leur langage. Ils travaillent sur les langages. Tout comme on l'a évoqué au début avec le travail sur les noms, il est aussi révélateur de hiérarchie, de différence, et puis d'une identité qui est propre aux différents personnages, puisqu'ils parlent avec un parler local jamaïcain ou celui tel qu'il s'est construit. Est-ce que vous avez été sensible aussi à ce jeu sur la langue que la série met en scène ? Oui, moi j'ai trouvé ça très très bien fait, en fait, très subtil et très bien fait. Alors c'est pareil, je parle pas je suis pas experte en créole jamaïcain, mais on a notamment des mots qui reviennent très souvent: massa pour maître, bakra pour blanc et pikni pour signifier le bébé, en fait, l'enfant. Donc c'est des mots comme ça qui sont insérés et qui sont des mots du créole jamaïcain. Et la formulation aussi qui est utilisée, la formulation des phrases, la syntaxe est très bien utilisée, notamment lors des scènes finales en fait où July se retrouve devant une cour de justice et où on a ce juge anglais ou britannique qui s'exprime avec un très bel anglais très empoulé, et elle qui répond avec une syntaxe qui est typique en fait du créole jamaïcain. Est-ce qu'on a fait le tour ou il y aura un point qu'on n'aurait pas abordé pour vous ? Moi, j'avais pensé peut-être pour conclure à cette scène en fait un peu tragique, même si bon, on risque de spoiler les auditeurs, qui symbolise bien finalement cette impossible abolition, enfin cette abolition qui n'a pas changé grand-chose, comme le dit le personnage principal. Et donc dans l'épisode 3, on voit que le bébé né de l'union entre Robert et July est arraché à sa mère lorsque son père, Robert, décide de quitter la Jamaïque pour rentrer en Angleterre avec son épouse officielle. Et finalement, la scène fait écho à celle où July fut arrachée à sa mère, Kitty. Et j'ai trouvé que la symétrie des deux scènes était vraiment
vraiment intéressantes, puisque l'une a lieu à la période esclavagiste et l'autre dans une période post-esclavagiste, post-abolition. Elle permet vraiment c'est la symétrie de ces deux scènes permet vraiment de mettre en scène, pour le coup, la permanence des injustices et la fragilité des existences dans cette société jamaïcaine post-esclavagiste. On le voit, une série donc d'une grande richesse dans sa présentation de l'esclavage, dans sa présentation de ce moment historique, dans sa construction narrative aussi. On vous engage à essayer de la regarder et à vous y intéresser. Pour conclure, il y a évidemment d'immenses quantités de travaux qui ont été publiés sur ces questions, de travaux et de récits. Est-ce que vous auriez chacune et chacun peut-être un conseil de lecture à donner? On pourra mettre des bibliographies peut-être plus détaillées sur le site Parole d'Histoire, mais s'il y avait peut-être un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent. Fanny Malègue. Alors, je ne vais pas donner celui que je pense que David va donner, mais pour moi, ce serait, je conseillerais de la lecture de l'ouvrage Cul-de-sac de Paul Chenet, donc qui ne traite pas de la Jamaïque, mais de Saint-Domingue, mais à une période un peu plus ancienne, au XVIIIe siècle, et qui suit en fait le destin familial de planteurs blancs. Donc on a le point de vue des planteurs blancs avec tout un travail sur les différents membres et de la famille. Donc il y a un chapitre entier dédié à la femme de cette famille Féron de la Féronnaie. Donc ça, c'est intéressant de voir le statut aussi des femmes. Il y a des parallèles à tirer avec le personnage de Caroline. Alors moi, j'avais pensé plutôt à vous proposer de lire, alors bon, ça nous ramène plutôt au XVIIe siècle, mais j'avais proposé plutôt de lire le livre de Abigail Swingon, qui est Competing Visions of Empire, Labor, Slavery and the Origins of the British Atlantic Empire, qui est un livre qui relie à nouveau frais l'histoire des origines de l'apparition de l'esclavage dans l'Empire anglais au XVIIe siècle. Et la thèse de l'auteur est particulièrement importante et intéressante, c'est qu'elle montre que le passage à l'esclavage fut lié à l'évolution des conceptions de la pauvreté en Angleterre, et où en fait l'Empire qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, servait à déporter des populations de pauvres jugées improductives et dangereuses pour l'ordre social, devient dans la seconde moitié du XVIIe siècle un empire esclavagiste, parce que ces visions de la pauvreté en Angleterre ont changé, et désormais on pense que la personne pauvre blanche en Angleterre est réformable sur place. Merci beaucoup pour ces conseils. En attendant évidemment de vous lire, puisque on espère pouvoir vous souhaiter bon courage pour vos recherches en cours, même si dans la période ça ne doit pas être simple, j'imagine, de continuer à les mener. Merci pour ces éclairages. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.